que ce sera une grande soirée. Vous avez noté que notre conférencier de ce soir s'appelle Jean-Cyril Notaire. Il n'a pas mis son nom sur le panneau, mais enfin... vous pouvez peut-être faire une confusion d'ailleurs entre la profession de notaire et le nom de notre invité, qui s'écrit NO2TER. En fait, la différence n'est pas trop grande parce qu'il semble qu'il y ait une origine étymologique assez semblable. Alors, le nom patronymique, puisque voilà, je suis dans la patronymie et tout à l'heure on sera dans la toponymie. Et pardon ? Ça, c'est l'onomastique. Ah ben voilà, exactement. Oui, oui. Bravo. Bien. Le nom de notaire est un nom relativement peu porté en France. L'origine géographique de Jean-Cyril est l'Alsace, et peut-être m'a-t-il dit, le nom de notaire serait-il d'origine suisse. Alors je suis allé sur internet comme on fait toujours quand on est ignorant des choses, et je simplement trouvé qu'il y a une petite ville aux Pays-Bas qui s'appelle Notaire. Il y a 600 habitants. 601 le jour où vous irez. Bon voilà, c'est de la plaisanterie bien évidemment. Alors, peu importe. Hein. Donc, avant d'en venir à la toponymie des archipels de l'océan Indien, il faut que vous sachiez que Jean-Cyril était d'abord géomètre à l'Institut géographique national, et c'est peut-être de là qu'est venue l'idée de faire une thèse sur la toponymie des archipels de l'océan Indien. Lorsqu'il est arrivé à La Réunion, il avait 22 ans seulement, et mon Dieu, il ne songeait pas trop à faire une thèse. Pourtant, dans ses activités à l'Institut national de géographie, évidemment, l'une des premières choses qu'on lui a demandé de faire, c'est d'arpenter le terrain, d'aller reconnaître en quelque sorte tous les lieux existants dans l'île. Et puis, peu à peu, naturellement, il s'est un peu spécialisé, et notamment en cartographie. Et les cartes aujourd'hui, vous savez, on les fait beaucoup en informatique, et donc il est devenu un excellent informaticien. Tant et si bien que, dira-t-il, il est devenu une sorte de couteau suisse. Vous savez, multi-usage. Voilà, je connais bien le terrain, mais je suis aussi doué en informatique. Voilà. Donc tout ça pour relier à l'origine du nom notaire, peut-être. Mais ça, c'est de l'amusement. Hein. Alors, en tant que professionnel, si je puis dire, ou connaissant particulièrement bien le terrain de la Réunion, vous pensez fort justement qu'il a pu être aussi à l'origine de la création du parc national que nous connaissons bien, et avec René Robert, regretté professeur d'ailleurs, puisque malheureusement René Robert est décédé. Alors, à la suite de cela, je ne dis pas qu'il a pris envie, mais enfin, peu à peu, on lui a suggéré qu'avec toutes les connaissances qu'il avait acquises, il pourrait obtenir un titre universitaire. J'ai déjà parlé de sa thèse, mais passage obligé, ce sont 2 années de master qu'il a acquis donc en 2008, et ainsi, il a établi une base de données toponymiques des archipels créoles de l'océan Indien. Et pour ceux et celles qui seraient vraiment très curieux de ces découvertes en master et en thèse, sur le site Zenodo, en phonétique, Z-E-N-O-D-O, sur ce site-là que j'ai consulté, j'ai vu qu'il n'y avait pas moins de 670 lieux-dits, avec des noms quelquefois très insolites. Je vous en livre 2 ou 3, quelques-uns sont assez amusants. Vous avez l'île aux vaches, connue, l'île aux serpents, Bois aux amourettes, petite retraite, et même, alors ça stupéfiant, la Russie et la Mecque. Où est-ce que ça se trouve ça? Ah peut-être. Bon, enfin bref, peu importe. Ah. Alors tiens, il y a la grande retraite aussi, justement qui était liée à la campagne de Russie. Ah bon? Ça c'est à Maurice. Alors voilà pourquoi la Russie et la petite retraite et la grande retraite. Ok, bon. Bon, dans la toponymie, voilà, c'est pas toujours une science exacte. Et donc il y avait une deuxième interprétation qui était plutôt religieuse, une grande retraite et petite retraite religieuse. Voilà. Normal à côté de la Mecque. Non, c'était plutôt chrétien. Ah bon, d'accord, ok. Alors je termine. Donc cette conférence présentera donc la toponymie
par sa définition et son usage dans le contexte réunionnais, là je lis le descriptif qu'en a fait Jean-Cyril, et enfin, donc Jean-Cyril fera un tour de l'île des toponymes liés au marronnage par entité géographique. Alors je pense que, évidemment, la conférence va vous passionner, mais par curiosité, sans doute les historiens géographes le seraient-ils davantage. Combien parmi vous sont ou étaient professeurs d'histoire-géographie? Oh, non. Personne? Oh, comment est-ce possible? Ah si, peut-être. Dominique, oui, tu n'as pas levé la main? Bon voilà, ok, c'était juste par curiosité. Entendu. Bien, je vous laisse au plaisir d'écouter donc notre invité. Tiens, tiens, Nicolas. Alors bonjour à tous. Top, 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 c'est bon. Donc, bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation. Donc nommée, comme vous l'avez vu, richesse de la toponymie des grands sites. On n'entend pas bien. Non, Bernard, s'il te plaît. Crier comme ça. C'est vrai. Richesse de la toponymie des grands sites de marronnage à La Réunion. Donc c'est un grand plaisir pour moi ce soir de vous présenter ce travail. Donc c'est issu d'un travail collectif que j'ai fait avec Charlotte Rabessahala. Bon, ceux qui sont malgachisants vont plutôt prononcer Rabessal, c'est ça? Oui. Donc avec Charlotte, j'ai eu la chance de collaborer. Bon, moi j'apportais un petit peu mon côté cartographique, base de données, et elle a apporté un petit peu tout l'apport dans la recherche et les significations malgaches, etc. Donc ça, on verra un peu plus tard. Sur la conférence, de toute manière, je vais la diviser en deux parties. La première partie, ça sera plus une introduction un peu sur la valeur du toponyme, et après, on partira dans le vif du sujet appliqué au marronnage. Voilà. Donc, une relativement longue première partie. J'espère qu'elle ne va pas vous sembler trop longue et rébarbative, mais bon, je suis un peu obligé. Donc, là, on voit mon nom. Je ne l'avais pas affiché en première page, mais il est là. Et donc, ma petite introduction, nous connaissons tous des noms de lieux, de cours d'eau, de montagnes, en un mot, des toponymes. Derrière ce mot se cache une histoire, celle des noms qui ont été donnés, puis utilisés, transformés, appropriés, traduits et parfois oubliés ou modifiés. Donc, voilà, nous allons essayer de décrypter ensemble un petit peu la signification, un peu, et l'héritage qu'il y a eu avec l'esclavage et le marronnage. Alors, toponyme, toponymie. Comme je vous ai dit, là, on va vraiment faire une longue partie. Donc là, c'est vraiment ma définition. Vous la trouverez que dans ma littérature, entre guillemets, vous ne la trouverez pas sur Internet. Donc pour moi, la toponymie, voilà, c'est le nom donné à une entité géographique et partagé. Donc il retranscrit généralement l'histoire et l'appropriation de cet espace. La toponymie est vivante, elle nous aide à nous situer, à nous orienter, en nommant des points de repère, plus ou moins... ou des repères, ou plus généralement des sites. Qu'elles soient, des sites qu'ils soient naturels ou artificiels. La toponymie est un élément significatif de la manière dont l'homme appréhende et s'approprie son environnement naturel, puis transformé. Elle permet de lui donner une marque humaine, puisqu'elle l'inclut dans le langage, dans le monde du connu et du circonscrit. Et donc ce qui est important, c'est qu'un toponyme, comme je dis, il est vivant. Donc un toponyme inusité, il meurt. Et surtout, le toponyme va être marqué quand il est en général important, mais la microtoponymie est parfois que chorale. Et donc elle a plus tendance justement à être en péril, puisque non marquée, non écrite, elle est retransmise que par l'oralité, et elle a plus de chances de s'évanouir. Donc ça, c'est quelque chose aussi au niveau culturel qui est important, puisqu'il y a quand même un patrimoine qui peut disparaître si on ne le relève pas, si on ne collecte pas. C'est une petite aparté, mais c'est quelque chose à laquelle il faut prendre conscience. Et dans notre société actuelle, où on fait de plus en plus confiance
à son smartphone pour s'orienter, voilà, aux cartes électroniques, finalement on s'approprie plus du tout son paysage, son environnement, on fait confiance à son smartphone, et même si c'est retranscrit, les noms sont mal retranscrits, finalement ça va devenir l'usage, et c'est une perte un petit peu justement de toute l'histoire qu'il y a eu avant, et si les microtoponymes ne sont plus utilisés, ils vont mourir. Donc ça c'est l'importance de la toponymie, pour moi, au niveau valeur culturelle. Alors, la toponymie, le toponyme, donc c'est le nom qui est donné à une entité géographique. La toponymie, c'est effectivement deux choses. C'est le recueil des toponymes, donc l'ensemble des noms, ou c'est la science qui étudie les toponymes. Voilà, ça c'est le terme toponymie. Donc ça, on va passer. Après, vous pouvez avoir des définitions mieux tournées. Hein. Donc, par exemple, Roger Brunet, le géographe, disait donc c'est l'état et la science des noms de lieux. Voilà, c'est clair, c'est vraiment les deux choses. Après, d'autres géographes ont parlé plus de la science, de l'étude, de l'origine, donc avec tous les toponymistes du début du XXe siècle ou fin XIXe siècle en métropole, Auguste Lougnon, Albert Dauzat, etc. Après, voilà, donc là on est vraiment dans l'origine de la science. Alors, le toponyme, comment ça se crée? La toponymie, tant qu'il n'y a pas de valeur ou que ce n'est pas une décision administrative, la première chose qu'il y a, et c'est vraiment l'intérêt qu'on a sur la Réunion, c'est qu'on est sur une île jeune. Donc qu'est-ce qui va faire qu'on va nommer? D'abord, la Réunion, elle va être nommée par les marins. Les marins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nommer les amers, c'est-à-dire les points de repère qu'ils vont voir depuis la mer, pour pouvoir se repérer autour de l'île, et ils vont nommer aussi les ravines, du moins plutôt les cours d'eau pérennes, donc ce qu'on appelle à la Réunion les rivières. Qu'est-ce que ça fait, la toponymie? Le toponyme va se créer par l'usage. Et par l'usage, comment on va faire quand on va créer le toponyme? On va le créer d'après ce qu'on va voir. Et donc en général, quand les toponymes ne sont pas créés par décision, c'est souvent la description du paysage. Bon, rivière des Galets, rivière des Marsouins, rivière des Marsouins parce qu'ils avaient vu des dauphins à l'embouchure de la rivière des Marsouins. Du moins, c'était même rivière du Marsouin à l'origine. Rivière du Mât parce qu'il y avait eu un mât qui avait été planté pour se repérer, etc. Voilà. Donc c'est vraiment descriptif. Après, on peut nommer de manière fonctionnelle, par rapport à une distance, par rapport à un alignement, par rapport à des choses comme ça. Une position relative. Et après vient le toponyme que j'ai appelé éponyme, qui finalement se crée par l'usage, d'après les personnes qui sont sur place, souvent. On ne va pas dédier le lieu à un habitant, on va simplement dire, moi par exemple, si on parle du Bras de la Plaine, pardon, je perds mes mots, on va à Ilette Aurélien Dijoux par exemple, c'est pas monsieur Dijoux qui a choisi, mais c'est l'usage qu'il a fait. On a dit, on y va, on va voir. Et c'est devenu l'Ilette qui porte le nom. Donc c'est éponyme au nom de la personne. Éponyme, c'est souvent d'ailleurs dans le sens, quand vous la radio ou la télé, souvent les journalistes l'utilisent à l'envers. Hein. Éponyme, c'est celui-là qui donne le nom. Hein. Donc c'est pas l'Ilette qui a donné le nom à monsieur Dijoux, hein. C'est bien monsieur Dijoux qui a donné le nom à l'Ilette. Donc c'est monsieur Dijoux qui est éponyme. Voilà, dans ces cas-là. Et donc, la toponymie, elle va s'enrichir comme ça, donc de manière fonctionnelle, de manière naturelle. On va nommer l'espace pour, comme je l'ai dit, pour le circonscrire, pour pouvoir bien se repérer dans son espace. Donc ça, c'est l'appréhension de notre espace. Alors, à La Réunion, donc c'est particulièrement évident, puisque on est sur une île jeune, on n'a pas toute une histoire comme en métropole, ou d'une toponymie finalement on n'arrive pas à situer dans le temps, parce qu'elle a été créée par les Romains, par les Gaulois, même avant, voilà, avec des termes où finalement il faut faire de l'étymologie pour pouvoir un peu les disséquer. Nous on a une toponymie assez jeune, qui est relativement
finalement assez transparente hein, dans le sens. Et quelque part, ce qui est bien, c'est que cette toponymie, elle marque l'espace et elle nous donne des indices. Alors des indices qui sont assez intéressants. Hein. Au niveau végétation, quand vous avez tous les bois de nèfles, ou des bois blancs, ou des choses comme ça, des arbres qui ont disparu de ces lieux parce que ça a été urbanisé, mais on peut dire que c'est l'aire d'extension justement de cette espèce. Vraiment, voilà, la toponymie, là, c'est vraiment un indice de l'espace, de notre environnement d'il y a 200, 300 ans. Voilà. C'est assez simple, c'est transparent, il n'y a pas besoin d'une analyse finalement très grande. On arrive à avoir des témoins du passé avec ces toponymes. Après, la deuxième manière de nommer, c'est par choix. Alors c'est soit un choix administratif, soit un choix personnel. Et donc dans ces cas-là, on tombe plus souvent dans une toponymie commémorative. Par exemple, la plupart des communes de La Réunion, hein, et de manière même des fois indirecte. Hein. Bon, quand vous pensez à Saint-Benoît ou à Saint-Pierre, c'était dédié à Pierre-Benoît Dumas. Donc là, on est plutôt dans une toponymie même dédicatoire, dédiée à une personne. Quand c'est commémoratif, on commémore un événement, on commémore quelque chose. Donc voilà. Et là, c'est plutôt un choix politique. Soit c'est administratif, soit c'est un grand propriétaire terrien qui veut donner une valeur positive à son espace. Hein. On a des jolis noms dans l'Est, des grandes propriétés terriennes, la Convenance, la Providence, ou dans le Nord, voilà, un petit peu partout, des anciennes grandes propriétés. Donc là, on a nommé, le propriétaire a voulu donner une valeur positive à son espace. Alors, le terme exact, c'est apotropaïque. Alors, c'est pour déjouer le mauvais sort, quoi, en gros. On a voulu donner un nom sympathique à son domaine, donc on l'a nommé avec des noms assez jolis, dédiés à une personne, ou alors valorisants. Et la troisième manière, c'est aussi de le nommer aussi, comme pour la toponymie de l'usage, de manière fonctionnelle ou descriptive. Hein. On peut utiliser aussi, quand il y a une couleur dominante, on donne un nom d'une couleur, on tape jaune, etc. Bon, il y a des fois où c'est l'usage, des fois où c'était un choix un peu plus politique. Mais nommer, dans tous les cas, c'est identifier et repérer. Voilà. Et donc, quelque part, c'est une appropriation. On s'approprie, on rentre dans son imaginaire, quoi, quelque part, tous ces lieux par ces noms. C'est vraiment une identification de l'espace. Et c'est là où je vous dis, et je me répète, c'est que, attention, aujourd'hui, on arrive encore à lire des cartes, on arrive encore peut-être à se représenter l'espace parce qu'on voit des grandes cartes. Demain, quand on sera plus que sur un smartphone avec un petit écran et simplement où le smartphone vous parle et vous dit d'aller à certains espaces, tourner à droite, tourner à gauche, finalement, l'appropriation du territoire risque beaucoup moins bien se faire. Donc attention aux outils modernes, des fois le papier et la carte a une valeur. Donc je suis un peu, en tant que cartographe, je suis aussi un peu défenseur de la carte, bien évidemment. Alors, donc les toponymes, avec tout ce que je vous ai dit, ça donne une valeur à ces toponymes. Le toponyme est donc un marqueur du territoire, puisque vraiment il identifie le territoire par son nom. Donc il véhicule une histoire. Des fois, c'est des anecdotes qui font aussi qu'on arrive à un toponyme. Des fois, c'est des événements, etc., etc. Donc, il y a vraiment une histoire dans le toponyme. Quelque chose qui est très important aussi, il est retransmis et transmis dans une langue. Donc, nous, à La Réunion, on a une toponymie souvent française, une toponymie de proximité qui est plus créole. On a des toponymes anciens, comme on verra, qui sont malgaches. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a eu la chance de pouvoir conserver cette toponymie dans la langue d'origine. Il y a d'autres territoires où le conquérant arrive et, dans un geste politique, efface la toponymie ancienne pour marquer sa dominance et recréer une toponymie. Alors ça, c'est arrivé plus dans les conquêtes européennes ou asiatique. Mais par exemple, nous dans la région, c'est assez intéressant parce que quand on fait le parallèle avec l'île Maurice, donc comme vous le savez tout, hein, comme tous, les Anglais sont arrivés en 1809,
On coquille la Réunion, Maurice, Rodrigue, les Seychelles, etc. Bon, la Réunion, ils ont dû trouver qu'il n'y avait pas assez de ports naturels. C'était moins intéressant. Ils les ont restitués à la France. Donc nous, on a gardé ici la langue française et le catholicisme, etc. Mais les Anglais, de toute manière, ont laissé aussi la langue à Maurice, aux Seychelles, leur religion d'origine. Le colonisateur n'a pas marqué son territoire par le fait qu'il a voulu effacer le passé. Et ça, c'est assez intéressant. La colonisation anglaise, pour cela, elle, souvent, était plus ouverte, finalement. Bon, mais il se mélangeait moins à la population, mais il laissait la culture en place. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on va justement garder encore cette trace du passé. Bon, et nous, à La Réunion, donc on l'a gardé, bien qu'on a été anglais pendant 4-5 ans, mais on a gardé notre toponymie de toute manière. Voilà. Donc ça, c'est important, la langue, puisque voilà, elle peut être, par les changements de langue, on peut perdre un peu le passé, ou par une décision politique, on peut perdre le passé finalement, puisqu'on peut effacer un petit peu le passé en la modifiant, ce qui n'est pas le cas pour nous. Donc le toponyme, il porte en lui souvent donc, une signification ou un thème, et on va faire un tout petit peu de technique, entre guillemets. Il est généralement composé d'un générique et d'un spécifique. Alors, le générique et le spécifique, c'est quoi? Le générique, c'est l'élément du toponyme qui identifie de façon générale la nature de l'entité géographique. Donc ce n'est pas ma définition, c'est une définition qui est donnée par l'IGN. Il peut être français, mais la plupart des termes génériques appartiennent aux langues régionales. Et ça, c'est très intéressant, surtout pour nous, à La Réunion. On ne va pas en parler trop ce soir, mais c'est juste dans l'introduction. Et le spécifique, c'est ça qui va nous intéresser beaucoup plus. On va parler essentiellement du spécifique. Le spécifique, il complète donc le terme générique et identifie de façon particulière, on pourrait même presque dire de façon unique, l'entité géographique dénommée. Alors, exemple concret, si on parle du piton des neiges, ce qui identifie l'entité géographique, c'est le piton, et ce qui donne le caractère unique, quasiment, c'est des neiges. Donc le spécifique, c'est des neiges, et le générique, c'est piton. Et c'est là où la définition de l'hygiène est assez intéressante. Quand on dit qu'il appartient aux langues régionales, le piton, il a déjà un sens local. C'est généralement toutes sortes de montagnes, et ce n'est pas réellement que des pitons vraiment pointus à La Réunion. Le sens piton a été très élargi. De la manière ravine, on emploie le terme ravine beaucoup plus à La Réunion qu'en France métropolitaine, et on l'a donné un sens plus local, bon, qui est assez juste d'ailleurs. Hein. La division, par exemple, de l'hydrographie à La Réunion, en gros, en 3 grands thèmes, est très bien faite. Et c'est assez local, hein. On a la ravine, le bras et la rivière. Et c'est particulièrement juste à l'est de La Réunion. La ravine, c'est un cours d'eau intermittent, un ravin qui se remplit d'eau en cas de grande pluie. C'est assez juste. Voilà, c'est pas une définition qu'on trouvera en métropole. Le bras, c'est le bras de rivière. Le bras de rivière est souvent pérenne et il alimente une rivière. Et après, vous avez la rivière proprement dite, qui est généralement un fleuve. Il n'y a que deux cas où ce n'est pas un fleuve, hein. Rivière Fleur Jaune qui se jette dans la rivière du Mât et la petite rivière Saint-Jean qui se jette dans la grande rivière Saint-Jean. Il y a peut-être d'autres cas, mais c'est à peu près... Voilà. Mais sinon, c'est assez juste. Donc finalement, on a bien structuré l'espace hydrographique à La Réunion grâce au terme générique. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu une aparté que je vous fais dans l'introduction, puisque voilà, c'est vraiment la définition de la toponymie et le toponyme. Donc le toponyme, vous voyez, il y a vraiment une richesse dans le toponyme. Il y a le côté description géographique, finalement, qui est porté par le générique, et le spécifique qui apporte une autre description, humaine pour une grande propriété foncière, ou une description administrative, par exemple pour tous les noms des communes, ou alors, quand il a été donné dans l'usage, pour se repérer, on a essayé de donner un élément caractéristique du paysage, soit lié à la faune, à la flore, à la couleur de l'espace, à la forme de la montagne, de la vallée, etc., etc. Voilà, là il a un côté descriptif,
mais donc il apporte une information. Et ce qui est bien, c'est que même si le paysage change, ou comme si toute la forêt est coupée, on aura quand même un indice, puisque, comme je vous dis, les bois de nèfles, il n'y a plus beaucoup de bois de nèfles à bois de nèfles, plus beaucoup de bois blanc à bois blanc, etc. Mais on sait que c'est peut-être l'aire de répartition de cette espèce végétale grâce à cet indice du passé. Après, on pourra prendre Latanier. Latanier, c'est assez intéressant. Le toponyme Latanier est assez juste. Si vous regardez sa répartition, c'est sûrement la répartition des Lataniers rouges, sauf la caverne des Lataniers au niveau du Piton des Neiges, du moins quand on monte au Piton de la Fournaise, pardon. Mais là, l'hypothèse, c'est plutôt qu'on s'abritait avec des feuilles de Latanier. Voilà, d'où le nom de caverne des Lataniers, puisque ça servait souvent aussi de parapluie, des choses comme ça, ou pour faire un toit temporaire. Voilà. Donc c'est pas tout à fait illogique. Mais c'est peut-être plus la répartition, effectivement, de Latanier. Voilà, donc ça, c'est aussi une petite aparté. Alors, passons au contexte réunionnais. Comme je vous ai dit, la Réunion, c'est une île jeune. Donc, 10 novembre 1663, le Saint-Charles accoste en baie de Saint-Paul, la baie du meilleur ancrage. 2 Français, dont Louis Payen, débarquent avec 10 serviteurs malgaches, 7 hommes, 3 femmes. La Réunion est une île très jeune en termes de géographie humaine, donc et son appropriation est française administrativement. Les premiers vraiment à nommer, bon après il y a eu, les premiers ont été donc les Portugais qui sont passés, qui ont nommé un petit peu de loin les îles des Mascareignes, ou même les Chagos ou les Seychelles, les îles qui traînaient un petit peu dans l'océan Indien. Mais après, la vraie appropriation de l'espace s'est faite par les Français, parce qu'ils ont commencé à coloniser. Et les bateaux de passage, avant, on le voit sur la carte de Flacourt, hein, je pense que vous avez déjà tous vu cette carte de Flacourt, où comme je vous ai dit, qu'est-ce qui est nommé sur la carte de Flacourt? Des points de la côte et les rivières. Mais ça, c'était pour l'usage. Vraiment, c'était pour savoir où est-ce qu'on pouvait s'alimenter en eau, et puis les points de la mer de loin. Voilà. Donc l'appropriation est française. Cette toponymie, elle va se créer pratiquement hier, hein, je veux dire 350 ans, 360 ans, c'est finalement une histoire assez récente. Hein. Et cette toponymie, comme je vous ai dit, elle n'a pas connu de nettoyage. Elle est restée identique depuis... bon, elle a été un peu changée administrativement, mais il n'y a pas eu de grand nettoyage politique en disant on enlève tout, on efface tout le passé, on efface tous les toponymes malgaches, par exemple, ça aurait pu être un choix. Hein. Non, c'est resté, parce que c'est resté dans l'usage. Et il n'y a pas eu de changement politique notable pour qu'elle soit effacée. Donc, on a eu la chance d'avoir donc une toponymie, finalement, qui est un reflet un peu de cette histoire de 360 ans d'histoire récente, qui s'est construite vraiment dans les 360 ans. Cette toponymie, moi je l'appelle ça, en plus, on est dans un territoire neuf où, finalement, on a moins de gènes, si je puis dire, à nommer, sachant qu'on est sur un territoire où on a une langue qui est très vivante, le créole, où on fait des néologismes réguliers, on a moins cette peur de ne pas être académique, et donc on a une plus facile, finalement, voilà, une plus grande inventivité, finalement, et moins de complexe à nommer, à changer. Ça, on le voit très bien d'ailleurs, hein, vous l'avez tous vu, hein. Tous les ronds-points, ils sortent de terre, on fait des jolis ronds-points, et 1 ou 2 ans après, hop, ils ont un nom. Alors c'est parce qu'il y a une statue de danseuse au rond-point des danseuses, c'était l'ancien quartier des casernes, on l'appelait le rond-point des casernes, etc., etc. Mais hop, on nomme ces points de repère très facilement. Voilà, il y a une vivacité quand même qui existe, qui est liée parce que finalement on est peut-être moins contraint aux métropoles où on a plus de règles, on a une histoire qui marque un peu plus le paysage, on va essayer de rester dans un français conventionnel. Ici, on nomme en français, on nomme en créole, voilà, on s'approprie vraiment l'espace sans complexe. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant et qui fait qu'on est vraiment dans une toponymie vivante. Alors, on passe à la deuxième partie, après cette longue introduction, j'espère que ça ne vous a pas endormi, mais pour moi c'était très important puisque quelque part, on va utiliser la toponymie comme témoin pour pouvoir après parler marronnage. Alors marronnage,
Alors, on m'a fait la remarque il y a quelques minutes, pourquoi un R et pourquoi un N? Voilà, pourquoi marron avec un R et pourquoi pas marron avec 2 R? Donc ça, c'est issu des premières expositions qui ont été faites avec Charlotte Rabéchal à la mairie de Saint-Paul, sur un travail qui avait été demandé par la région. Et donc le choix qui avait été fait à l'époque, bon, moi, on m'avait demandé de faire la carte, mais bon, finalement, je n'étais pas dans l'équipe de recherche. Hein. J'étais peut-être finalement qu'un moyen pour pouvoir montrer un petit peu tout ça. Mais j'étais pas dans le choix du nom. Mais je trouve bon, c'est assez bien parce que par ce choix, qui est un choix finalement presque un choix politique, c'était de montrer que le marronnage, le marron, c'était pas le fruit, c'était pas la couleur, c'était quelque chose de très particulier, c'était le retour à l'état sauvage, donc de l'héritage espagnol cimarron, voilà. Donc avec un sens différent. Donc on a voulu le marquer par l'orthographe, on l'a écrit marron, et du coup le marronnage, de la même manière, il y a eu un choix de l'écrire avec un R et un N. Et quand on parle marronnage, il y a historiquement on a fait 2 catégories de marronnage historiques à La Réunion, même ailleurs, hein, à Maurice, ou même partout d'ailleurs, hein, dans les Antilles. On parle des fois de grand marronnage et de petit marronnage. Donc, le grand marronnage, on va commencer par le petit marronnage, finalement. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être plutôt le grand marronnage. Mais le petit marronnage, finalement, c'était quand l'esclave s'absentait, parce que, oui, c'est un terme gentil quand je dis absenté, il partait quelques jours, et il revenait à la plantation, il se faisait battre, mais il revenait par lui-même, il était parfois puni, mais bon. Ou alors, le petit marronnage aussi un peu évolué. Au cours du temps, il y a eu des esclaves qui se sont enfuis, mais qui ne sont pas réellement enfuis dans les hauts. Ils sont disséminés dans la population en bas, parce que comme il y avait de plus en plus d'affranchis, il y avait plus de flou pour reconnaître un esclave, ou un ancien, voilà, un affranchi. Donc ça, c'est plutôt à la fin, hein, plus on s'est rapproché de l'abolition de l'esclavage, il y avait des marrons qui étaient au milieu de la population. Et le grand marronnage, là c'est un acte réellement de se couper de la population blanche, de se couper de la plantation et de s'enfuir dans les hauts avec l'idée de toute manière que si on se faisait prendre, on risquait d'être battu, on risquait d'avoir les mains coupées, etc. etc. Donc l'idée c'était jamais de retour en arrière. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le grand marronnage. Et donc à La Réunion, c'est une île qui s'y porte particulièrement, donc on avait la même chose dans les Antilles, hein, à Cuba, il y a énormément de montagnes, Saint-Domingue, etc., où il y a eu du grand marronnage, ou même en Guyane, où on s'enfuyait le long des fleuves, et des endroits où finalement on n'était pas recherché. Donc à La Réunion, bien que ce soit petit, on a quand même eu des espaces assez protégés dans les hauts, et donc on partait réellement en grand marronnage, et les esclaves qui partaient en grand marronnage, l'idée c'était de toute manière, c'est ad vitam aeternam. Moi je me ferai tuer, mais je ne retournerai pas en bas. Voilà, donc ça c'est ce qui peut caractériser le grand marronnage. Donc le fruit de cette étude, qui a été faite sur le marronnage il y a quelques années, donc je ne sais pas si vous la connaissez, le résultat, ça avait été l'établissement d'une carte du marronnage. Vous avez peut-être vu à la mairie de Saint-Paul, du moins en face de la mairie de Saint-Paul, c'était il y a bientôt une dizaine d'années. Donc une carte du marronnage où on avait structuré un ensemble toponymique. Donc ça, c'est vraiment le départ. Mais depuis, on a retravaillé avec Charlotte. Donc ça va être un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais un peu vous expliquer comment on a structuré, comment on a choisi un petit peu de classer ces toponymes et quelles sont la valeur sémantique de ces toponymes. Alors ça a été la première étape. La deuxième étape, ça a été une exposition au niveau de la mairie annexe d'Elbourg, qui est toujours visible. Hein. Donc si vous voulez y aller, et c'est cette carte qui est affichée, qui ressemble donc étrangement à celle que j'ai imprimée ici. Voilà.
Oui, comme je vous dis, hein, vous pouvez toujours y aller, hein, elle est toujours visible. Et en plus, à Helbourg, on a fait un zoom, puisque c'était le but. Hein, Helbourg, c'était parler plus de Salazie et justement du marronnage un petit peu dans l'Est, qui a souvent été oublié, puisqu'on a beaucoup parlé du marronnage à Mafat, à Sillaos, et avec tous les sites qu'on a connus, du moins qui sont assez faciles, les toponymes qui sont bien connus, hein, le Bronchard, etc. etc. On a beaucoup plus parlé du marronnage, donc dans les deux cirques occidentaux, on pourrait dire. Les deux cirques qui sont plus ouverts sur l'ouest hein, et le sud. Mais on en a beaucoup moins parlé au niveau de Salazie et même de l'Est en général. Alors, on pourrait penser qu'il y avait moins de marronnage dans l'Est, mais finalement, quand on regarde, les grandes propriétés cannières, elles étaient dans le bon et beau pays. Hein. Le bon et beau pays, c'est quand même ici. Hein. Donc, pourquoi il n'y aurait pas eu de marronnage alors qu'il y a eu énormément d'exploitations, des grandes exploitations avec des esclaves dans l'Est de la Réunion? Le truc, c'est que, en plus, il y a beaucoup plus de cours d'eau qui sont pérennes, il y avait beaucoup plus de végétation, beaucoup plus d'animaux, donc, etc. Donc, beaucoup plus de moyens de subsistance dans l'Est. Et effectivement, on a moins de traces. La toponymie nous en donne, mais c'est sûr que la végétation étant beaucoup plus résiliente, les traces sont moindres, et la difficulté de retrouver des marrons dans l'Est était peut-être aussi plus difficile. Parce que vous avez des endroits qui sont quand même assez difficiles d'accès. On a payé plus les chasseurs de marrons. Après, il y en a eu un peu moins quand c'est passé sous la royauté. Mais il y en a toujours eu hein, jusqu'à l'abolition de l'esclavage, il y a eu du marronnage. Voilà. Donc la troisième étape, finalement, donc de cette cartographie, c'est cette carte hein, qui, j'espère, va sortir un jour, puisque normalement, avec Charlotte, on a travaillé avec le service régional de l'inventaire de la région, et donc ils nous ont promis de nous faire une édition. Donc j'espérais l'avoir aujourd'hui, je n'en ai toujours pas, parce que problème financier, problème de budget, problème... Voilà, mais sinon j'aurais pu vous distribuer cette carte. En gros, celle-ci, je l'imprimais un petit peu avant, mais là, elle est à jour avec les dernières... nos dernières suppositions. Voilà, ça sera celle-ci qui sera à peu près diffusée suite à nos recherches. Bon, après, le contenu ne va pas changer, évidemment. Le contour sera sûrement refait par un graphiste. Voilà. Mais c'est ça que nous, on aimerait sortir. Et donc maintenant, on va rentrer peut-être plus dans l'explication de cette carte. Alors, l'étude proprement dite. Donc, déjà, comme je vous ai dit, Charlotte Revesala, c'est vraiment la caution scientifique et sémantique pour moi, pour toute cette partie de cette étude. Donc, pour ma part, moi, j'ai apporté mon côté technique. Hein. J'ai fait une base de données, j'ai collecté, j'ai situé, je lui ai soumis des hypothèses, puisque j'avais accès à toute une liste. Voilà, hop, j'avais accès à tout un corpus toponymique. Bon, qui pouvait être encore plus grand que ça, hein, mais ça c'est un exemple. Moi c'est en gros la base de données que j'ai établie de toute la toponymie, sans parler des toponymes qui sont liés vraiment à des détails techniques, les noms des barrages, etc., ou des choses comme ça je ne les ai pas mis. J'ai essayé de mettre toute une toponymie qui était liée plus à des lieux-dits, à des noms de rivières, des noms liés à l'hydrographie, à l'orographie, etc. Voilà. Et donc dans ce corpus toponymique, on avait, comme on a expliqué tout à l'heure, dans un toponyme, des génériques, pointe au sel, et des spécifiques. Donc après, nous, on a voulu travailler sur les spécifiques, donc on a fait une recherche plus spécifiquement, justement, sur les spécifiques. On a essayé de regarder qu'est-ce qui aurait pu être lié au marronnage. Et donc, il a fallu rechercher peut-être déjà des toponymes qui pouvaient ressembler à du malgache. Donc ça, Charlotte a donné son point de vue. Des toponymes qui portaient autre chose, mais une marque des chasseurs de marrons. Donc ça, c'était des toponymes qui s'étaient dédiés à des chasseurs de marrons ou qui ont été donnés par des chasseurs de marrons par l'usage. Donc ça, on va le voir tout à l'heure. Ou la manière de chasser les marrons qui était portée par la toponymie. Donc ça, on
verra aussi des exemples, etc. Et donc on a essayé d'analyser un petit peu et trouver des critères pour pouvoir justement établir un petit peu toute notre liste de toponymes du marronnage. L'autre indice, ça a été aussi d'éplucher et de lire un peu pas mal de textes anciens, des rapports de marronnage, donc ça a été un peu le travail pour l'exposition de Saint-Paul, et aussi dans la littérature, parce que finalement, la littérature porte des histoires, parfois on a l'impression que c'est des légendes, mais comme on dit, dans chaque légende, il y a toujours un fond de vrai. Et ça c'est assez intéressant, il y a plusieurs textes anciens qu'on a essayé d'approfondir, on a essayé de les voir sur le terrain s'il y avait une réalité. Et finalement, ça a avéré assez juste. Des textes qu'on pouvait penser un peu farfelus se sont trouvés, les détails géographiques qui ont été décrits, on pouvait les retrouver sur le terrain. Donc voilà, il y avait quand même aussi l'oralité, ce qui n'est plus de l'oralité dans ces cas-là, puisque ça a été retranscrit, mais finalement, les histoires qui se sont transmises nous apportaient des indices. Donc ces indices nous ont permis de réfléchir ou de savoir comment physiquement sur le terrain, qu'est-ce qu'il y avait comme indice. Et un certain nombre de camps marrons, on a pu établir par l'histoire, par les rapports de chasseurs, par la littérature, par plusieurs recherches. Donc on a fait une carte un petit peu des camps marrons. Et s'il y a camps marrons, il y avait aussi potentiellement non autour. Donc ça aussi, ça nous a aidés. Alors il y a des camps marrons qui ont été nommés par les Européens. Quand je ne sais pas si vous avez... on parle des fois du camp d'Henri, d'ailleurs qu'on retrouve sur certaines cartes. Alors on pouvait penser le camp d'Henri, ça pouvait être un nom européen. Finalement, c'était le nom d'un esclave marron, son nom européen. C'était pas son nom en malgache. Voilà, et puis il y a d'autres noms comme ça, certains camps qui ont été nommés. Donc qui portent aussi, ça nous donne un indice de la présence des marrons. Donc bien évidemment, comme je vous ai dit, on a beaucoup plus en général, là et là, vraiment Sillaos, c'est vraiment caricatural, on a eu beaucoup plus d'indices dans les deux cirques plutôt de l'ouest de la Réunion, à Mafat, à Sillaos, d'une présence de marronnage. Et l'Est, on a c'est presque vide, quoi. Hein. Et ça, on a des indices uniquement par la littérature. On n'a pas d'indices sur le terrain, mais il y a des descriptions qui ont été faites dans la littérature, qui nous donnent des indices. Même ici, ça c'est Boris de Saint-Vincent, quand il explore le volcan, il trouve un camp. Voilà, il y a plusieurs indices comme ça qui sont donnés par la littérature et qui sont plausibles. Donc ça nous a donné des toponymes qui étaient liés aussi un petit peu à cette présence des marrons. Donc on a collecté tout ça, donc les origines, les indices, les toponymes qui sont liés à des indices de camps marrons, etc. On a collecté tout ça et donc on a obtenu une liste de toponymes. Et là, l'interprétation, ça a été de retravailler l'interprétation de Charlotte, et on a essayé de faire une classification après de cette toponymie. Alors, donc les traces matérielles, donc on a des... C'est vrai que cette carte, elle avait été faite déjà par Jean-Marie Desportes, il n'y avait pas tous ces camps marrons, Christian Germanaz en a parlé aussi au niveau du volcan, donc il avait trouvé des traces, du moins dans la littérature, etc., d'autres camps marrons qui n'étaient pas sur la carte de Desportes, la littérature, une chasse aux marrons de Pavie nous indique la présence de camps marrons qui n'étaient pas nommés, qui n'étaient pas faites dans les cartes précédentes. Il y a eu un apport qui a été... Elle a vraiment été enrichie au cours du temps, d'après tout ce qu'on a pu trouver. Je pense qu'il y en a encore d'autres dans la littérature. Voilà, le travail, il ne s'arrête pas encore aujourd'hui, il va continuer à évoluer. J'espère qu'il y aura d'autres personnes qui trouveront des indices aux archives. On n'a pas toujours encore tout dépioté, donc c'est assez intéressant. Voilà. Mais quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que les indices des rapports de détachement, c'est vraiment la période de la Compagnie des Indes où il y a plus d'indices. Donc la Compagnie des Indes, c'est 1665-1764. Et après, 1764-1789, c'est ce qu'on appelle la période royale.
Et là, comme il y avait moins un rapport à l'argent, puisque c'était revenu, il n'y avait pas le côté lucratif pour la Compagnie des Indes de faire de l'argent, il y a eu moins de chasse au marron finalement, ou alors les rapports étaient peut-être moins bien faits, on a moins de traces. Donc c'est peut-être des fois qui peut nous induire en erreur de croire qu'il y avait moins de marronnage, ce qui n'était pas le cas. Le marronnage a été vraiment constant jusqu'en 1848. Donc, au niveau de l'histoire de la carte, donc la première carte des toponymes liés au marronnage a été réalisée avec de nombreuses questions. Comme je vous ai dit, les toponymes d'origine malgache. Ce que j'ai oublié aussi, c'était tout ce qui était un peu symbolique, lié à la religion ou au rite malgache, avec la valeur du terme rouge. Donc on avait essayé de rechercher avec Charlotte un peu les toponymes qui étaient liés à rouge, alors Piton rouge ou des choses comme ça, savoir si ça avait une valeur dans la cosmogonie malgache. Donc voilà. Donc comme je vous disais, les camps, etc. On a fait une classification thématique. Et puis le gros du travail, ça a été vraiment l'interprétation par Charlotte. Avec, il faut savoir qu'il y avait quand même un certain nombre de toponymes malgaches qui avaient déjà été interprétés, mais il y avait quand même, à notre avis, après la preuve du contraire, quelques erreurs. Bon, il y avait par exemple le cas le plus parlant, c'était Salaz, où on disait c'était Soalazi, le bon campement. Donc ça, l'interprétation malgache, pour nous, elle est erronée. Hein. Salazi, ça vient des Salazes, hein. C'est le cirque des Salazes, quoi, en gros. Et après, ça a été une appropriation en français, où on a donné un peu un diminutif, on a appelé Salazie, et d'ailleurs, ça, Perrotin, dans les Chroniques de Bourbon, il l'explique hein, déjà en 1957, et bon, il y a d'autres personnes qui vont dire « Non, Salazie, c'était le bon campement ». Non, ben, je ne pense pas que les marrons auraient nommé le bon campement, quoi. Voilà. C'est vraiment une vision plus de l'européen. Alors, comme je vous ai dit, on a donc fait pour une interprétation géographique de cet espace, et donc du marronnage, on a essayé de voir un peu la valeur sémantique des toponymes, et donc on a fait une classification. Alors, et c'est là où, je reviendrai un petit peu à l'introduction, c'est là où justement, quand je vous ai expliqué générique et spécifique, c'est là où c'est important. On a travaillé essentiellement sur le spécifique, le générique, on a un peu oublié. D'ailleurs, à tel point que quand on regarde Rivière des Remparts, vous allez avoir plusieurs fois le même toponyme, qui des fois sera diméthyle, des fois ça sera le rond diméthyle, le bras diméthyle, le rein diméthyle, l'aplomb diméthyle, mais finalement ça se rapporte à un seul toponyme historique, qui est le spécifique, qui était diméthyle. La valeur qui nous intéresse dans la toponymie, c'est que là c'est vraiment diméthyle. Donc on a fait cette classification par spécifique. On ne faisait pas une étude de la géographie physique, hein, on faisait vraiment une étude de la sémantique et donc du spécifique dans le toponyme. Donc on a classé le repère géographique. Donc pourquoi le repère géographique? Ben, finalement le toponyme était utilisé comme un message entre marrons. Quand on citait un endroit, on donne un message. On lui dit, eh ben, tu vas à l'endroit où, bon là j'invente complètement, hein, où la roche a une telle forme, où c'est une forme de passage, où on peut s'alimenter en eau, etc. En malgache. Et donc on donne un message. Donc c'est un repère géographique. La deuxième manière, et donc là j'ai parlé de l'eau, c'est plutôt, voilà, là où il y a de l'eau, ça sera plutôt dans le message, on va donner une idée de ravitaillement. Piton-Bérane, là où il y a beaucoup d'eau. Donc on sait que si on part au Piton-Bérane, même si on est en fuite, on va pouvoir trouver de l'eau. Alors que c'est un piton, c'est pas tout à fait... Généralement, l'eau, on va la chercher sur les sources ou dans les ravines. Et là, on sait qu'on va trouver, sur ce piton-là, on trouvera une source. Donc on va pouvoir se réfugier quelque temps. Voilà. Donc on porte un message. Le deuxième type de chose qu'on peut avoir,
c'est à part l'eau, tout ce qui est alimentation, les plantes, les animaux qu'on va peut-être pouvoir tuer sur place. Voilà. Donc là, on donne un message dans la toponymie. La troisième chose qui est très intéressante, c'est comme je vous ai dit, le marron qui partait en grand marronnage, lui, il partait et il savait que finalement, il n'allait pas redescendre. Et pourtant, c'est important de pouvoir être enterré dans la terre de ses ancêtres. Donc finalement, il fallait recréer son espace, sa cosmogonie. Et donc, il y a eu toute une toponymie du sacré. Donc, ça, c'est le troisième thème, puisque finalement, la religion est toujours importante pour tous. Hein. Voilà. Le quatrième thème qui a été choisi, c'est ce qui est relatif au système défensif. C'est-à-dire comment on va pouvoir se protéger des chasseurs de marrons. Donc ça, je vais vous en donner quand même des exemples tout à l'heure. Le cinquième thème, en revanche, les deux derniers thèmes, le cinquième et le sixième, ce sera des thèmes qui sont être plus commémoratifs ou dédicatoires d'ailleurs, qui vont être dédiés souvent à des marrons ou, dans le dernier, à des chasseurs de marrons. Donc ça va être tous ces toponymes qui vont porter des noms de marrons, ou les toponymes d'ailleurs qui vont porter des noms de chasseurs de marrons. Mais il nous donne un indice justement sur l'histoire. Et le trou-caron, s'il y a le trou-caron par exemple, l'exemple que je donnais tout à l'heure dans l'enclos, ça veut dire que le chasseur de marrons a été chasser des marrons sur place, donc présence de marronnage. Donc l'indice qui est lié au chasseur, comme l'indice qui est lié au nom des marrons, nous montre aussi une trace de marronnage. Voilà. Donc la classification, je vais passer en revue un petit peu l'ensemble de cette thématique. Donc le premier, donc cette classification en repères géographiques. Alors, comme je vous ai dit, moi je ne suis pas spécialiste de la langue malgache, donc des fois je vérifie, hein, si vous m'excusez, je ne connais pas toutes les significations, mais voilà. L'ensemble des toponymes qu'on a recueillis avec Charlotte, hein, tout ce qui est lié vraiment à ce qui est un peu géographique, c'est tout cela. Donc par exemple, des toponymes qui sont assez marrants et dont on se rappelle assez facilement, hein, et qui sont souvent cités, hein. C'est tout ce qui est en taille, donc taille-bite, taille-poule, en forme de fiente de poule, en forme de crotte de lapin, voilà, donc ou alors des toponymes qui sont assez généralement et qui ont été utilisés en français dans toutes les langues, etc. La symbolique de la mamelle, donc le piton Benoun en forme de grosse mamelle, la ravine Nono, ou plutôt la ravine Noun, à côté d'une... Voilà. Voilà, ça c'est des toponymes qui ont marqué le territoire. Le piton Benoun, si on indique à quelqu'un, tu vas vers le sommet qui a une forme de mamelle, eh ben, il va s'imaginer dans son espace cette forme-là et il saura reconnaître dans son paysage où est le piton Benoun. Le plateau Sahal, ou piton Sahal, c'est plutôt avec une notion de quelque chose qui coupe l'espace et qui le sépare en deux parties assez identiques. Donc c'est aussi un repère qui nous montre un petit peu cet espace partagé, avec soit un sommet ou quelque chose qui partage l'espace. Et donc ça nous donne vraiment aussi un petit peu une description de l'espace. Alors des toponymes qui peut-être vous sembler bizarres, et ça c'est Charlotte qui a eu une interprétation, je vais relativement dans son sens. Il y a des fois où on n'est pas tout à fait sur une science exacte, hein. Vous pourrez remettre en cause certains toponymes, hein. Mais par exemple, quand on regarde la littérature ancienne, ici c'est Piton Marabout, hein. Et aujourd'hui on l'écrit Mar, A, Bout plus loin, comme s'il y avait une mare de boue. Et historiquement, quand vous regardez les cartes, cartes Les Pervenches, les cartes même plus anciennes, c'était Marabout, M-A-R-A-B-O-U ou M-A-R-A-B-O-U-T. Et c'était les pitons au pluriel. Et ça, c'est assez intéressant. Et sur la carte IGN, d'ailleurs, ça a continué à être appelé souvent les pitons. Et finalement, c'est aux nombreux petits sommets que la signification
ça voudrait dire, et c'était vraiment un repère dans l'espace. Quand vous regardez la plaine des Cafres, en haut de la plaine des Cafres, vous avez plein de petits cônes volcaniques, et donc c'est vraiment un repère géographique qui indique vraiment, qui décrit vraiment son espace. Voilà. Alors bon, après vous en avez plusieurs. Python lilatra, ça serait plutôt un python rond. Bon, ça il est plus utilisé. C'est des toponymes qui ont été perdus dans l'histoire. Contour Manéry, Col du Taïbit, ça je vous en ai parlé. Tapcal, la montagne coupée en deux. Alors ça, le Tapcal, ça a évolué justement. C'est là où je vais relire mes notes. Donc Tapcal, du malgache Tamponkala, sommet boisé. Et là, c'est là où, historiquement, il y a une interprétation qui n'est peut-être pas tout à fait juste. Donc, Tapcal ou Tapakala, où la forêt fut coupée en deux, déboulé du Tapcal daterait donc de cette époque, écrit Macolif. Mais linguistiquement, ça ne pourrait pas être Tapcal. Ça serait plutôt Ala Tapaka, si c'était le... Bon, mon accent malgache, je ne l'ai absolument pas, donc je ne fais pas du tout... Je prononce tout, hein, donc les personnes qui sont un peu pointues sur le malgache m'excuseront. Voilà, mais donc structurellement, ça peut pas être l'interprétation de Macolif ne tient pas, parce que ça serait plutôt donc à la Tapaka, et donc ça peut pas être retenu. Donc ça serait plutôt au sommet boisé et non là où la montagne fut coupée en deux. Voilà. Donc c'est là où il faut vraiment faire attention vraiment à l'interprétation du malgache. Et bon, vaut mieux se fier à une linguiste malgache qu'à des personnes qui ont appris le malgache et qui finalement ne l'ont peut-être pas en langue maternelle. Voilà. Donc Tanan, ça doit être lié à la présence d'un camp marron, puisque c'est un village, Tanan. Voilà, Sarabé, c'est là où il y a des bonnes terres, si je me rappelle bien. Sarabé, très beau, très bien. Voilà, pardon. Donc un joli paysage. Bon, le tampon, c'est le point haut. Alors là aussi, il y a des interprétations. Vous pourrez trouver du malgache en tampona, au sommet. Et il y a eu des interprétations qui étaient différentes. Comme je dis, on n'est pas dans une science exacte. Après, moi je fais assez confiance à Charlotte au niveau de l'interprétation. Il y en a qui disaient que c'était le tampon de Kervegen, puisqu'effectivement il était propriétaire de toutes ces terres. Bon, voilà. Alors il y a d'autres toponymes qu'on va voir aussi, qui sont assez intéressants quand on les situe et qui peuvent nous donner des indices. Donc voilà, là c'est vraiment l'ensemble du repère géographique. Donc le toponyme aide le marron à se repérer. Donc cette histoire de repère, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que ici on utilise la toponymie. Je pense que vous avez entendu parler du marronnage et du grand marronnage qui se passait aux États-Unis avec ce qu'on appelait les Underground Railroad, qui étaient des chemins, c'était pas des trains souterrains, finalement c'était une image symbolique, mais qui étaient les chemins secrets du marronnage, des marrons, du moins des esclaves qui fuyaient les grandes propriétés du sud et qui remontaient vers le nord avec des grandes voies, on suivait le Mississippi, etc. Et là, la transcription, c'était assez intéressant. On ne faisait pas une transcription par la toponymie, mais on faisait des transcriptions au niveau de la broderie, des vêtements, des choses comme ça. On se transmettait un message, on trouvait, voilà. Le marron, quelque part, il utilisait les moyens qu'il avait pour pouvoir transmettre. Nous, ici, utiliser la toponymie, on pouvait utiliser, donc, comme je dis, le tissage, on pouvait utiliser des légendes, on pouvait utiliser des histoires anciennes et passer un message, on pouvait utiliser, voilà. On a toujours, voilà, quand on est dans quand on est acculé, quelque part, on a de l'imagination et on utilise toutes les possibilités qu'on a pour faire passer un message, dont la toponymie. Alors, relatif au système défensif. Alors ça, c'est assez intéressant. Alors, et il y a vraiment des toponymes qui sont assez intéressants, comme Bélouve, qui a souvent été mal interprété. Alors du coup, je me rappelle même plus de l'interprétation qu'on trouve souvent, mais j'ai dû le noter, oui, c'est ça. Il a souvent été interprété par le grand héritage. Alors, ça viendrait plutôt, pour notre part, du moins pour l'interprétation qui a été faite pour nous, ça viendrait du malgache B et Lovo au nombre piège.
trous et fossés plantés de petits pics pointus et durcis au feu. Donc quand les chasseurs de marrons marchaient dedans, bien évidemment, ils se faisaient des graves blessures et ça participait donc vraiment au système défensif. Donc voilà, on a ce Bélouvre. On a un toponyme qui est français, mais qui marque un petit peu la défense, qui marque un petit peu ce système défensif. On a même deux toponymes qui sont français, les îlettes à cordes, qu'on trouve à plusieurs endroits, et Ravine des Échelles, qui sont donc les moyens pour limiter l'accès aux sites refuges, donc soit par des échelles, soit par des cordes, et ça, la toponymie l'a porté. Après, Sillaos aussi, Sillaos, l'interprétation, du moins la traduction est assez juste, hein, le lieu qu'on ne quitte pas, et souvent, pour valoriser le site, on va vous dire, Sillaos, c'est Dieu qu'on ne quitte pas, parce que c'est magnifique. Non, on ne le quitte pas parce qu'on n'avait pas la possibilité de le quitter, puisque je vous dis, quand on rentre en grand marronnage, on sait qu'il n'y aura pas de retour possible. Et donc c'est plutôt ça l'idée qui est portée par le lieu qu'on ne quitte pas, et non le fait que c'est un lieu idyllique. Voilà. Donc le nom des cordes, donc Banaan par exemple aussi. Donc Banaan, à l'inverse de la paire d'ailleurs, Banaan c'est du malgache Baana, grand ouvert, d'accès facile. De Macauliffe, il faut que je parle d'autre. Macauliffe, c'était un médecin qui a été à Sillaos au début du XXe siècle, et il avait écrit Sillaos pittoresque avec plein de recueils et de données qu'il avait relevées qui sont assez intéressantes. Et donc il donne beaucoup d'indices justement pour le marronnage. Donc Macauliffe pour Banaa, donc il avait mis il interprétait comme grand ouvert en opposition à Afen. Afen, c'est aussi, voilà, comme dans Ravine d'Afen, qui est caché. Donc si c'est caché, c'est un beau site pour ne pas être retrouvé et chassé par les chasseurs de marrons. Bon, donc après, comme Bélouvre, Aper. Donc Aper, c'est assez intéressant. Donc ça serait plutôt du malgache Apetraka, à garder déjà sûr. Donc un site qui est relativement protégé rien que par sa configuration. Voilà. Et donc là, c'est justement en opposition à Banaan, qui est grand ouvert. Aper, c'est un site qu'on peut défendre assez facilement. Ah, pardon. J'ai dû passer les... Excusez-moi, j'ai dû passer vite fait les diapos, je ne sais pas ce que je voulais faire. Donc on en était... Hop. Ravitaillement et vie quotidienne. Alors, comme je vous expliquais, on passe plusieurs messages. L'endroit où on peut être en sécurité, l'endroit où il faut faire attention, etc. Et surtout, ce qu'on peut passer, c'est aussi comment on va pouvoir se ravitailler, comment on va pouvoir finalement améliorer son quotidien, simplement avec les noms, et à savoir qu'on va peut-être pouvoir s'alimenter ou avoir des ressources en bois ou avoir des ressources en eau, etc., etc. Donc là, on a quand même beaucoup d'éléments qui nous donnent une description de l'espace avec un type de ressources. Alors, ça, on peut le classer en plusieurs types. Hein. Tout ce qui est lié à la végétation, avec par exemple Afouche, Embranle, Bébourg, Bémao, là où il y a beaucoup de Mao, etc. Donc là, ce qui est lié à la végétation, donc la fouche, c'est l'arbre Aphotra, le ficus. Donc multiples usages pour le bois, mais aussi pour les fruits. L'écorce battue sert à fabriquer un tissu solide. En lanière souple, elle forme divers cordages, dont la précieuse corde de compétence à usage rituel. Donc voilà, quand on passe le message à fouche, etc., pour le marron, finalement, il sait qu'il va pouvoir trouver les afouches et avoir donc un usage. En branle, qui se trouve quasiment à côté du mail d'eau. Donc en branle, c'est là où on trouve du branle finalement, et c'est là où on voit aussi qu'on a l'apparition, et ça on va en voir d'autres,
des toponymes finalement qui ont une construction qui est mixte. Une partie française, une partie malgache. Donc en branle, là où il y a là où on trouve du branle, donc le branle c'était assez intéressant parce que ça permettait de faire du feu sans fumée. Les branches servaient aussi comme balais, etc., et composaient des panneaux qui faisaient des murs temporaires. Bébour, là aussi l'interprétation a été assez fausse, et puis même au niveau de l'orthographe, hein, on le trouvait écrit Bébour avec un G, hein, dans la littérature souvent. Donc il n'y a aucune raison qu'on mette un G, hein, c'est pas l'endroit où il y a eu un bourg qui s'appelait B, mais ça avait une histoire malgache. Et donc Bébour du malgache, ça serait plutôt B. boraka aux nombreuses plantes bora. La plante bora, c'est une plante médicinale contre les désordres digestifs. Voilà. Au niveau flore aussi, on a B. mao. Alors le mao, c'est assez intéressant pour les malgaches parce qu'il y a plusieurs usages. Donc on a l'utilisation du bois, on utilise l'écorce aussi, avec lesquelles on fabriquait des lanières. Les fleurs servaient aussi pour parer les marronnes lors de cérémonies. Voilà, donc ça c'est plus au niveau cérémonial et au niveau sacré. Voilà. Alors il faut savoir qu'il y a eu le nom original, du moins le premier site aujourd'hui où il y a Elbourg, c'était Bémao. Le Bémao est resté, c'est devenu quand même toute petite îlette hein, actuellement, et le site maintenant c'est Elbourg. Voilà. Donc ça c'est tout ce qui est en alimentation, du moins tout ce qui est lié à la végétation. Il y a beaucoup de Mao, on trouve Mao aussi, on trouve des moufias, donc le moufia étant un arbre à raffia, hein, donc ça sert les fibres servées, le nat qui nous sert au niveau du bois, et puis aussi la colle, bien connue. Donc les braconniers d'aujourd'hui n'ont rien inventé, hein. La colle servait déjà, il n'y a pas de problème. Le songe, donc au niveau alimentaire, le vacoa aussi, avec toutes les utilisations qu'on peut faire du vacoa, hein, au niveau des feuilles. Et même le fruit du vacoa, bien qu'il soit peu utilisé, n'était quand même comestible. Le takamaka, qui est assez intéressant, au niveau de la gomme, où on s'en sert de bois de construction. Et il y aura aussi un usage médicinal avec l'huile du takamaka, pour la peau. Voilà. Donc c'est quand même assez... Voilà, l'utilité de pouvoir citer un peu toute cette végétation. Qu'est-ce qu'on trouve autrement ? On trouve tout ce qui est lié plutôt à la faune. Alors la faune, on a tout ce qui est amal, bras d'amal, bémal, là où il y a de nombreuses anguilles, donc là où on va pouvoir pêcher dans les rivières. Les bécabots, là où il y a beaucoup de cabots, donc on peut pêcher aussi. Bévouves, aux nombreuses vouves, donc là où on peut pêcher aussi, avec des nasses. Chevaquine, alors ça viendrait du malgache sivakiana, qu'on ne coupe pas parce qu'elles sont déjà minuscules. Donc la chevaquine, c'est donc un terme qui viendrait du malgache. Au niveau faune, je sais qu'il y en a d'autres encore. Aussi, par exemple, qui est la chèvre, qu'on pouvait chasser. Voilà, donc ça c'est un peu au niveau viande. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Tunvasa, alors ça aussi qui est souvent mal interprété. Tunvasa qu'on retrouve sur la carte de l'Épervenche. Et là où donc la première interprétation souvent c'est là où on dit c'est là où on faisait griller les blancs. Et non, le Tunvasa le vasa c'est le perroquet. Donc c'est assez intéressant. Hein, propice aux grillades de perroquets. Et comme je vous disais, la toponymie porte une histoire, là, elle porte une histoire pour les marrons, mais pour l'étude de la faune et la disparition des espèces, c'est assez intéressant, parce que là, il y a une marque dans le nom qui marque la présence du perroquet. Bon, on savait qu'il y avait au moins 3 espèces de perroquets à l'arrivée de l'homme, dont toutes
tous disparu parce qu'on les a tous mangés. Mais la toponymie marque justement cette présence. Les papangs aussi, ben, on mangeait du papang, hein. Les tangs, voilà, des choses comme ça, tous ces toponymes qui portent. Qu'est-ce qu'il y aurait? Je sais qu'il y en a sur mon autre feuille. Le kelval, c'est intéressant, le petit enclos, donc de l'élevage, peut-être. Donc, et non Kirval, ça c'est un toponyme qui a été transformé. Il y en a beaucoup qui le connaissent. Il y a peut-être un certain nombre d'entre vous qui connaissent ou qui utilisent le terme Kerval. Donc le terme Kerval, on sait parfaitement que ce n'est pas le terme original. Hein. Sur la carte de l'hygiène 1957, c'était Kelval. Sur la carte, la première carte au 25 millième qui a été faite par l'hygiène en 1980, c'est devenu Kerval. Donc ça, c'est une erreur de cartographe, ou peut-être le compléteur sur le terrain qui a trouvé bon a eu donné une origine bretonne. Ce qui n'est pas le cas, c'est bien le Kelval, donc ce serait le petit enclos, et donc ça aurait été des endroits où on aurait pu faire de l'élevage. Voilà. Bon, il y en a encore beaucoup. Ah si, là il y a un toponyme qui est très intéressant. Comme je vous disais, ben, on le trouvait aussi dans Bécabo, là où il y a nombreux cabots, et Béfouquet. Donc ça c'est un toponyme qu'on a retrouvé dans la littérature. François Mailly, il fait une description dans ses textes, et il parle d'une caverne Béfouquet dans le... au niveau des Salazes, quoi, les Salazes, donc entre la chaîne des Salazes, entre le Gros Morne et puis le Piton des Neiges. Et il parle d'une caverne où on trouvait de nombreux fouquets. Et comme vous le savez tous, le fouquet, c'est un peu le terme générique créole qui est utilisé pour nommer les pétrels et les puffins. Voilà, c'est toute qualité un petit peu pétrel et puffin. Mais là, dans le cas présent, Béfouquet, c'est plutôt la présence de pétrels de barreau. Et là aussi, ça tient tout à fait la route. Et les recherches récentes ont aussi montré, bien évidemment, qu'on avait des marrons qui, une partie de l'année, se réfugiaient dans les hauts, parce qu'ils savaient qu'ils avaient une réserve de viande. Hein. On a trouvé la vallée secrète, pas loin du Grand Bénard, où clairement il y a de la nidification de pétrel. Voilà, donc on savait que c'était une ressource, le pétrel, une certaine époque de l'année pour les marrons. Donc, maintenant, on a les chats pour manger les pétrels. Mais bon, ça, c'est pas tout à fait voulu. Excusez-moi, c'est un petit peu une private joke avec... Voilà. Donc, on savait que les marrons, voilà, donc, on passait des messages au niveau alimentaire. Donc, viande, végétation, des endroits où c'est fertile, comme Belloun, où il y a de nombreuses parties fertiles, donc on sait qu'on va peut-être pouvoir cultiver un petit peu de taro, du moins un peu de songe, un peu de, voilà, quelques espèces. On va faire des mini-espaces, donc on va pouvoir faire de la culture, comme dans Bélouze aussi, aux nombreuses cavités. Donc là, on va peut-être pouvoir faire de la conservation, on va peut-être pouvoir mettre des réserves de nourriture et les conserver. On va pouvoir... Voilà. Béran, comme je vous disais, c'est là où il y a de l'eau. Donc, bien qu'on soit sur un piton, ben, on saura qu'on pourra trouver de l'eau, donc on va pouvoir survivre aussi. Voilà. Donc, cette toponymie du ravitaillement donc, porte quand même beaucoup de renseignements intéressants. Donc, Tevlav aussi, lieu de départ. Il y a eu un petit peu avant les grandes parts, avant que ça soit découvert par les chasseurs de marrons, il y a eu des moments où on s'est établi, hein, le marron s'est établi, il a fait vraiment des camps, et ben, avec des moyens de subsistance, donc on a défriché. On a eu des descriptions des chasseurs de marrons, par exemple, quand ils sont allés à Illiat-à-Cordes, où ils disent qu'il y a plusieurs générations, hein, présence de murets, présence de culture. Donc il y a eu un moment où, quand la chasse au début du marronnage, avant les grandes chasses de marrons, les marrons se sont établis et ils ont fait quelques... Voilà, ils ont essayé de survivre. Déjà, ils se sont établis, ils ont fait des camps plus ou moins organisés, avec un peu de culture, et ça, c'est porté aussi dans la toponymie. Voilà. On a aussi, Sipek aussi, on peut dire, là où il y avait des Sipek, hein. Alors ça, c'est soit pour manger, soit peut-être que c'était un danger pour dévaster.
Voilà, bon, plusieurs significations. Ça, c'est niveau ravitaillement. Alors, comme je vous ai dit, quand on s'établit et qu'on sait qu'on va y rester définitivement, eh ben on a un côté religieux et un côté sacré qu'on va porter aussi dans la toponymie. Donc, on a essayé d'avoir des symboles qui étaient voilà, liés un petit peu à ça, avec certains noms. Donc dans cette catégorie, on a mis donc, le sacré, et le sacré lié aussi peut-être lié à des événements tragiques. Donc ça, on va commencer malheureusement par... Ou pas, on va commencer pas malheureusement, on va commencer un petit peu par ce qui était lié un peu au tragique, hein, avec Lilith à Malheur et Lilith Bélou, hein, qui sont l'un côté de l'autre. Hein. Bélou, du malgache Bélo, carnage, voilà, donc un environnement du grand marronnage, proche de Lilith à Malheur, les deux lieux importants de la traite. Et ça, on trouve aussi ce terme Bélou, comme je vous dis, c'est deux lieux importants à Madagascar qui portent un petit, au sud-ouest de Madagascar, qui portent ce terme de Bélou. Donc c'est vraiment, voilà, ces lieux un peu la face noire, un petit peu du marronnage, voilà, où ben, il y a eu des carnages. Et ça, on le trouve aussi assez intéressant, mais ça, c'est un terme qui est plus lié finalement aux Blancs, mais ce lieu de carnage, mais qui a été complètement dévoyé par les Blancs, le tapage. Lors de la révolte de Saint-Leu de 1810, les Marrons avaient été massacrés. Et finalement, le terme tapage, on peut le trouver un petit peu dévalorisant. Finalement, c'est un terme plutôt méprisant qui a été donné plutôt par les Blancs de cet événement tragique. Parce que c'était pas qu'un simple tapage, finalement, c'était plus qu'un tapage, c'était un massacre. Voilà. Donc il est à Malheur, l'autre il est à Malheur. Bon, aussi, il y a eu des massacres de Marrons. Donc ça porte, le toponyme porte un petit peu cette histoire. Alors après, dans ce qui est le plus sacré, c'est certains termes. Déjà, on a des termes qui ont une double signification, qui peuvent être du sacré et qui peuvent être aussi liés à autre chose. Le takamaka, par exemple, c'est important parce que le mot n'est pas simplement lié au ravitaillement, mais l'arbre, il était indispensable à de nombreux usages, dont la résine dont on servait comme un encens lors de cérémonies à usage donc rituel et religieux. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc il y a aussi un côté lié à la religion, puisque avec le takamaka, on va pouvoir faire des rites religieux. Alors, d'autres termes qui sont intéressants et qui sont beaucoup plus liés donc un petit peu au rite malgache, comme le terme Bémassoun, qui viendrait du malgache Bémassoandro, au soleil intense, donc sanctuaire dédié au soleil, sanctuaire solaire dédié aux Vasimba, considérés comme les premiers occupants et propriétaires de la terre. Donc les Bézaves aussi dans le sud de la Réunion, Bézava, ampli de lumière, sanctuaire de marron dédié aux forces solaires chthoniennes terrestres. Voilà. Donc voilà, là on est plus vraiment lié sur du religieux, ou alors Matiaran, au rocher à Falaise des Morts. Voilà. Brahmassine, qui a été interprété et qu'on a trouvé avec plein d'écritures différentes. Brahmassim, vous l'avez sur certaines cartes anciennes comme Brahmaxim, Brahmachine sur la carte IGN récente, puis Brahmassine, et le Brahmassine, ça serait du malgache Massina sacré.
Donc voilà. Et c'est là où on voit que l'orthographe est quand même importante, puisque finalement, en changeant quelques termes, on lui donne un sens complètement différent. Hein, parce que comme je dis, il a été appelé bras Maxime, donc on peut se dire bah, c'était dédié à quelqu'un qui s'appelait Maxime, ou c'était un braconnier qui s'appelait Maxime et qui venait souvent là, ou autrement, voilà, on pourrait l'interpréter différent. Bras machine, alors là on peut se demander qu'est-ce qu'il y avait comme machine sur place. Mais non, l'origine serait plutôt de bras machine. Voilà. Et donc il y aurait une valeur sacrée à ce lieu. Voilà. Oui, donc aussi Belmen, qu'on trouve dans les Hauts de l'Ouest. Donc un endroit sacré à respecter en raison d'un carnage. Donc là, on revient un petit peu à cette idée de massacre. Donc ça serait dans le sens d'un massacre qui s'y est déroulé et qui laisse des rancunes. Voilà, donc c'est un toponyme qui est donc porteur de l'histoire et qui a une valeur sacrée donc dans la mémoire. Parce qu'il relate donc un événement tragique. Alors. Ah oui, les esprits. Pardon, je ne l'ai pas dit. Du malgache ni angatra, des mauvais génies. Voilà. Donc ça, c'est un toponyme qui a été employé de temps en temps. On a parlé de Piton des Neiges, mais on a aussi parlé de Piton des Niang. Et le Niang a effectivement une signification pour l'origine malgache. Et donc on pense que ce serait probablement le nom qui aurait été donné par les Marrons à l'origine. Et non le Piton des Neiges, qui est une interprétation européenne. Hein. Bon, c'est pas qu'il y a... bon, on a déjà vu de la neige hein, sur le Piton des Neiges, mais c'est plus lié même à la présence de glace et les reflets. Voilà, puisque là... Siciel qui aurait été un marron, Dimitil, Pitsana, Caverne Faons, Pitsana, qu'est-ce qu'il y aurait encore Marianne, Simondef, etc., etc. Donc là, c'est vraiment lié, c'est plutôt assez dédicatoire, puis Piton d'Anchin aussi, bien évidemment. Donc là, on ne le voit pas beaucoup. Voilà, la verdure, Jacques Velle, le Ravina Jacques, etc. Ilette Guillaume, Orange. Donc tout ça, ça aurait été des grands marrons. La pièce Jeanne aussi, voilà. Donc ça, c'est vraiment lié, c'est vraiment des toponymes qui ont été nommés, dédiés donc aux marrons. Mais d'autres toponymes peuvent apparaître. Et donc il y a un toponyme, il y a une structure toponymique qui est assez intéressante. Et qu'on retrouve, et un toponyme dont vous avez peut-être jamais entendu parler, mais qui ont la même structure, Simandal, donc ça je pense que vous connaissez, Simandef, et Simisoc. Donc ça c'est un toponyme j'ai eu la chance de retrouver dans un inventaire de la toponymie qui avait été fait par l'IGN en 1951, quand la première carte a été faite par l'IGN. Donc avant de faire la carte, les géomètres de l'IGN étaient venus à La Réunion et avaient commencé à faire un recueil et ce qu'on appelle une enquête toponymique, dans un état justificatif des noms, c'est le terme exact qui est employé par l'IGN. C'est un grand livre sur lequel on allait voir un petit peu, comme c'était la première carte de l'IGN, il fallait qu'il puisse la remplir avec un certain nombre de toponymes, bien évidemment. Et donc, dans cet état justificatif des noms, il faisait un petit peu toute la liste des toponymes qu'il trouvait sur les cartes anciennes, sur les documents administratifs, voilà, tout ce qu'ils ont pu trouver comme indice. Et c'est assez intéressant. Sur Salazie, bon, la situation n'est pas tout à fait exacte, puisqu'il donne en gros, c'est dans un carré, donc ça sert à peu près par ici. Moi, j'ai trouvé ce toponyme Simisoc. Alors, Simisoc, ça me semblait un peu bizarre, donc j'en ai parlé à Charlotte. Elle m'a dit oui, ça a du sens, c'est assez intéressant. Et donc ce Simisoc, comme je vous dis, ça se construit comme Simandal, Simandef, et voilà, vous avez le Si devant, donc
Cimandef, c'est le plus connu, hein, Cimandefitra, celui qui ne se plie pas, celui qui ne cède pas. Le Cimandal, c'est celui qui ne respecte pas, c'est le révolté. Et le Simisok, ça viendrait du malgache Tsimitsaoka, celui qui ne fuit pas, celui qui fait face. Et c'est un bon lieu, un bel espace pour pouvoir vérifier et faire le guet, savoir si des gens vont remonter la rivière du Mât et arriveraient donc à Salazie. Salazie, c'était assez protégé et Salazie n'a pas été colonisée, du moins a commencé à être colonisée officiellement en 1830. Donc avant, c'était un bel espace de marronnage. Et donc ce Simisok qui est à l'entrée de Salazie et qui peut veiller un petit peu et faire le guet, a tout à fait du sens à cet endroit-là. Donc c'est un toponyme qui n'a pas été repris par l'hygiène en 1951, mais qui potentiellement a un vrai sens à cet endroit-là. Donc il y a une forte probabilité qu'il ait existé, puisque finalement le sens justifie un petit peu se justifie à cet endroit. Donc ça c'est... Voilà. Donc on a vu les toponymes qui étaient dédiés au marron, toponymes qui avaient des valeurs. Après, toponymes qui marquent le marronnage, plus simple, hein, c'est les îlettes marron. Le commandeur, ça aurait été un commandeur qui serait enfui. Après, l'îlette du noir mort, c'est un marron qui a dû être sacrifié sur place. Voilà. Alors, des toponymes différents qui portent un autre message que la présence des marrons. Oui, j'avais oublié Cala aussi, comme marron. Voilà. Des toponymes qui portent un autre message. On aurait... hop là. Tellement que je ne les connais pas tous. La Imol, par exemple. Donc la Imol, c'est du malgache. La Imola, voilà. Alors, mœurs, aux mœurs légères. Donc là, on pense... bon, il y a un message qui a été porté. Après, on verra bien. Mais finalement, on pense quand même que c'est lié au marronnage. Bon. Après, d'autres toponymes un petit peu différents. Donc, Plaine des Cafres, ça c'est assez connu. Hein, finalement, c'est la présence de noir marron. Et il y aurait des toponymes qui seraient assez intéressants et qui ont disparu aussi de la carte, hein, qui étaient présentes sur la carte 57 et qui ont pu apparu après, qui sont des toponymes. Et du coup, il fait un peu écho à un autre, donc je recherche et je m'en rappelle. Je ne le vois plus, mais bon, Ambouélam, c'est un toponyme qui a une valeur assez intéressante, et historique, parce que ça viendrait donc du malgache Amboa, Lambo, chien, cochon sauvage. Et ce qu'il faut savoir, c'est surtout un sobriquet injurieux et raciste donné à Madagascar par les négriers arabo-musulmans aux originaires des terres malgaches en raison de leur insoumission et au caractère rebelle. Et finalement, on s'aperçoit que ce terme a été repris et montre là, un peu la présence justement de personnes... Voilà, même entre marrons, il y a eu une classification ethnique donc liée un petit peu à l'histoire. Et donc ça, ce toponyme est un peu c'est un peu dérisoire, du moins une dérision, mais c'était la présence des gens des hautes terres. Voilà, donc de marron aussi. Malais, trou malais. Ça, ça montre aussi la présence d'esclaves qui n'étaient pas obligatoirement d'origine malgache ou africaine. Le terme malais était employé par tous les comment ça s'appelle, toute la population d'origine indonésienne, etc. C'est le terme générique un petit peu pour nommer cette population. Et on sait qu'il y a eu une partie, il y a eu des esclaves qui étaient d'origine indonésienne ou plus asiatique. Au niveau de l'esclavage, il y a eu quand même beaucoup de variétés, hein, du moins d'ethnies.
Le plus, bien évidemment, et celui qui a eu le plus de facilité à partir en marronnage et à marquer son territoire, ça a été le malgache. Parce que bon, ça a été un peu les premiers, les plus nombreux au début. Et ce qui est intéressant avec le malgache, quelque chose que je n'ai pas dit avant, c'est que finalement, le malgache, c'est une langue véhiculaire sur tout Madagascar, et tous les malgaches le comprennent. Et donc, c'était quand même plus facile de marquer le territoire pour les marrons dans la langue malgache qu'utiliser une langue africaine qui n'aurait été compris que par une personne ou deux, parce que au niveau du Mozambique, vous avez plein de langues. Alors, il y a un toponyme, on verra tout à l'heure, on a raté, c'était dans le ravitaillement, c'était horaire, horera, aux bonnes terres, et ça, on sait que c'est un toponyme qui ne vient pas du malgache. Voilà. Donc sinon, le malgache avait une valeur intéressante, puisque c'est quand même une langue qui était comprise par potentiellement beaucoup plus d'esclaves, sachant que si on avait utilisé une langue africaine pour faire passer un message, ça aurait été compris par très peu. Donc c'est pour ça qu'on a une grande présence du malgache. Alors enfin, le dernier thème, c'est relatif aux chasseurs de marrons. Alors c'est souvent des sites qui leur ont été dédiés, entre guillemets, dédiés. Hein. Vous avez du Mussard. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre Brad Mussard. Kervegen, qui était un grand propriétaire terrien. Bronchard, Duguin, Dejean, Guichard, Caron, etc., qui ont bien été connus comme des grands chasseurs de marrons. Athanas Touchard, Champagne, qui était un chasseur de marrons aussi. Alors, il y a un autre toponyme que vous voyez apparaître, et qui est quasiment le toponyme qu'on voit apparaître le plus sur cette carte, qui est le bloc. Est-ce que vous savez ce que c'est que le bloc? Qu'est-ce que ça porte dans son nom, le bloc? Voilà, c'est assez proche de ce que tu dis, Fabien. C'est là où on bloque les marrons. Donc c'est des mini-prisons, entre guillemets. On les attachait, on chassait les marrons, on les regroupait à certains endroits. C'était des blocs. Donc les blocs, c'est vraiment les endroits où on faisait prisonnier des marrons avant de redescendre vers les bas. Et donc là, on en va apparaître plusieurs, des blocs. Ici, le bloc, le Piton bloc, le bloc bien connu pour monter au Piton des Neiges, Saint-Bloc, le bloc ici, le camp de bloc, ça on le trouve dans les textes de Boris de Saint-Vincent. Voilà. Donc il y a un certain nombre de blocs qui ont disparu aujourd'hui, qu'on ne trouve plus, mais qu'on trouve encore dans les littératures, comme je disais, comme le camp de bloc. Donc ça, c'est vraiment un toponyme qui marque, mais qui marque vraiment la chasse aux marrons. Voilà. Donc j'ai à peu près fait le tour, j'en ai peut-être oublié. Donc si vous avez des questions, tout à l'heure on m'a demandé Nyang, c'est vrai que je n'ai pas tous passé en revue. Bon, ça fait déjà 1h30 que je parle, donc je ne voulais pas trop vous saouler. Mais voilà, si vous avez des questions... Champagne était un chasseur de marrons. Bon, bonsoir, merci pour cette conférence. Par contre, moi j'aurais une question. Comment ça se fait qu'à l'île de la Réunion, on a mis tous des noms malgaches? C'est ce que j'étais en train de J'ai pas trop compris là. Dormez. C'est que le malgache, finalement, était la langue, celle qui permettait de toucher le plus de marrons. Sachant que les marrons, du moins les esclaves, oui. Les esclaves venaient un peu de partout. On parle souvent des esclaves africains, donc les esclaves de la côte est, du Mozambique, etc. On a eu des esclaves de la côte ouest qui sont venus, donc qui parlent d'une langue complètement différente. Et il y a une multitude de langues différentes qui, déjà à l'ouest, différentes. Les seuls qui s'entendaient entre eux, même s'il y a plusieurs ethnies sur Madagascar, c'était avec la langue malgache, parce que la langue malgache est assez véhiculaire, ce qui permet de se comprendre dans tout Madagascar. Et en plus, au début, et donc au moment où il y a eu les premiers marrons et les premiers qui ont nommé l'espace, de toute manière, au début, on a eu beaucoup de malgaches, plus que le reste de la population. Donc c'est pour ça que le territoire, effectivement, le marronnage est plus marqué dans cette langue malgache que dans les autres langues. Il y en a un toponyme qu'on sait, horaire, et lui qui viendrait du Mozambique.
donc qui est porté par une langue mozambicaine. Mais à part ça, c'est vrai qu'on a plus, on a quasiment que des toponymes d'origine malgache. Voilà. Est-ce que ça répond mieux à votre question? Oui, enfin, pour rebondir là-dessus, ça me paraît quand même assez complexe, parce que, par exemple, Maloya, c'est un patronyme au Malawi. Alors effectivement, on peut dire que ça vient du malgache, parce qu'on va trouver que ça peut éventuellement venir du malgache, mais pourquoi ça ne viendrait pas du Malawi aussi, puisque c'est un patronyme là-bas? Oui, mais on n'a pas de toponyme Maloya. Oui, non, mais je veux dire là-dessus que l'origine... Vous avez tout à fait raison. Donc, excusez-moi de vous couper. Papang, on sait que ça vient du malgache, mais ça vient avant du swahili. Voilà. Il y a des langues, effectivement, il y a des noms qui ont voyagé plus loin que Madagascar, et effectivement, pour une origine plus loin. Oui, ça, tout à fait. Après... C'est un peu complexe, quand même. Ah oui, c'est pas évident. Non, mais de toute manière, je vous l'ai dit, hein, on n'est pas dans une science exacte. C'est une interprétation, et comme je vous le dis, d'ailleurs... Il y a un toponyme sur lequel j'ai oublié de parler, dont je voulais vous parler. Donc hop, là, je vais faire un tout petit retour en arrière. Hop. C'était dans le symbolique. Voilà. Par exemple, on vous avait parlé un toponyme qu'on avait réinterprété qui était Marabout. Mais de la même manière, la cascade Biberon à la plaine des Palmistes. Ici, vous avez la ravine Biberon. Ici, vous avez la cascade Biberon. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on la trouve sur une carte de 1852 qui avait été faite pour la colonisation de la plaine des Palmistes. Et donc, si elle était marquée sur la carte de 1852, il n'y avait pas encore de personne et de monsieur Biberon qui habitait à côté, puisque la plaine des Palmistes n'était pas colonisée. Et c'est assez intéressant parce que justement, le Bibon a été interprété par Charlotte comme Bibaran, l'esprit de l'eau, avec une valeur justement, une valeur liée au sacré. Et ça a du sens. Après, c'est une interprétation, c'est un choix qu'on a... Elle a trouvé ça, moi je vais dans son sens, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de raison que ça soit nommé Biberon, alors qu'il n'y avait pas de présence de monsieur Biberon, alors que sur la plaine des Caves, c'est le cas. Mais en 1852, il n'y avait pas de... Et surtout que même le Biberon de la plaine des Caves est arrivé après 1852. Donc sur cette carte de 1852, ça me donne un indice qu'il avait déjà été nommé par les gens de passage, par l'histoire, par l'usage, en biberon, donc réinterprété par les Blancs sûrement, du moins par les colons, mais avait une origine potentiellement malgache, qui aurait été Bibaran. Voilà. Donc c'est comme je vous dis, on n'est pas dans une science exacte, c'est une interprétation, vous pouvez la remettre en cause, il n'y a pas de souci, mais on a fait des hypothèses pour essayer d'avancer. Et comme je vous dis, il y a des hypothèses qui sont peut-être parfois critiquables, et il y a des hypothèses qui tiennent la route. Et tout à l'heure, alors, tu mentionnais des textes anciens, des contes et des légendes éventuellement qui vous ont amené sur le terrain. Est-ce qu'il y a quelques références qu'on peut avoir? Eh bien justement, c'est très bien que vous me posiez, parce que j'ai du bonus. Et justement, dans le bonus, il y a un texte qui est très intéressant de Théodore Pavie, Le chasseur au nègre marron, où lui, il fait toute une description justement d'une chasse au marron qui part et remonte à Sainte-Rose et redescend à la plaine des Palmistes. Il trouve des camps marrons, et comme je vous disais, les camps marrons n'ont pas laissé de traces dans l'est de la Réunion. Ils ont laissé des traces souvent dans l'ouest, parce qu'il y a eu les premiers chasseurs de marrons qui ont fait des rapports dans les rapports d'esclavage, du moins de chasse, etc. Mais justement, la littérature nous apporte des détails intéressants. Donc Théodore Pavie, il raconte un peu son histoire. On se demande si c'est romancé ou pas, mais voilà. Donc à force de courir dans les Hauts-de-Île, ils découvrent la vérité de jolis endroits. Et cette plaine aux palmistes, nous venions déloger, d'où nous venions de les déloger, serait devenu pour eux un paradis si on les eût laissés vivre en paix. Chassés de cette première station, ils se replièrent sur une autre plus élevée, mieux défendue, se promettant sans doute de prolonger notre course de manière à nous ôter le goût de ces expéditions. Voilà, donc là, ça semble romancé, mais c'est vraiment un indice, finalement, parce que ça tient la route. Et quand on regarde le terrain, et on a un autre
une autre nouvelle qui est assez intéressante, qui a été écrite par Auguste Loger. Auguste Loger, c'était un ingénieur qui venait travailler pour le sucre, qui logeait à Bracanotte de Saint-Benoît et qui a sorti un livre qu'il appelait Nouvelles de Bourbon. Et donc, par un moment, il décrit ce qu'il appelle la Grande Marmite. Et dans sa description de la Grande Marmite, ce qui est assez intéressant, c'est que la Grande Marmite, on la trouve dans son texte, mais quand on regarde les cartes anciennes, on la trouve dans le texte de Bory de Saint-Vincent, où, donc déjà dès 1802, il dit donc pour gagner le chemin de la plaine, Monsieur Hubert, donc ça c'est Joseph Hubert, le naturaliste, qui nous servait de guide, nous fit repasser la ravine sèche après avoir monté quelque temps sur sa rive gauche, et un peu au-dessus d'un précipice épouvantable appelé la Marmite à cause de sa forme. Voilà, on côtoie ce précipice sur un sentier très étroit, tracé dans le penchant de la colline et entre les petits arbres qui vous dérobent vue du danger, voilà, etc. Donc c'est joliment romancé, c'est joliment écrit. Bon, après, Bory de Saint-Vincent avait quand même une valeur scientifique, donc on peut penser que c'était juste. Donc là, il nous parle de la Marmite. Premier détail, la Marmite, on la trouve donc sur la carte Bory de Saint-Vincent, on la trouve sur la carte de Sellhausen, qui était un arpenteur qui a fait une carte qui a évolué au cours du temps entre 1793 et 1818, qu'il a enrichi au cours du temps, et on trouve cette Marmite. Mais donc dans un texte assez intéressant d'Auguste Loger, on peut penser que finalement c'est un roman, donc il décrit, voilà, donc j'ai mis un peu les extraits. Il décrit toute une histoire d'une personne qui a retrouvé, du moins qui était folle, parce que sa fille avait été noyée, etc. Et donc cette personne, voilà, c'est le fou d'Eita, qui dans sa monomanie croit entendre les rugissements de la Grande Marmite, et donc il raconte... J'étais dans la forêt un jour, que le vent du nord avait chassé sur les montagnes une immense quantité de nuages noirs qui versaient un déluge d'eau aux sources des torrents, tandis que la plaine était à sec et éclairée par le soleil. Voyant de loin bondir, donc là, la ravine sèche, c'est-à-dire que la ravine sèche était montée en eau énormément, puisqu'il avait dû avoir des grosses pluies un petit peu dans les hauts, je hâtai ma hache pour traverser ici. Mais il était trop tard, le flot m'avait devancé, et lorsque j'arrivais à ce passage, oh mon Dieu, soutenez-moi, ma raison s'égare, la cascade se précipitait par le sillon du rocher, ce bassin était un gouffre tournoyant et blanc. Et c'est là où arrive le tragique, c'est pour ça qu'il dit soutenez-moi, etc., ça s'égare. Tout à coup, des voix se mêlèrent au mugissement de la ravine. Au secours, sauvez-nous. Et des mains s'écartèrent des lianes qui pendent devant cette grotte, et je vis Georges et Mouna, Georges étant son fils, voilà, et Mouna une marronne, donc dans l'histoire, tenant un enfant dans ses bras. Les malheureux amants, surpris dans leur retraite, voyaient la mort s'approcher, car les flots montaient sans cesse, la grotte était inondée et ils allaient périr. « Accrochez-vous aux lianes !» leur criai-je de toute ma force, « accrochez-vous aux lianes !» et grimpez plus haut. Et puis donc, si vous dites la suite de l'histoire, elle est tragique, puisqu'ils sont emportés. Et donc, Loger nous donne des détails, nous raconte cette marmite, nous raconte cette légende. Et donc... nous avons décidé d'aller voir sur le terrain. Donc déjà, il fallait situer cette marmite. Donc sur la carte de Bory, marmite ici. Les distances dans Bory, elles sont plus ou moins justes, mais les proportions sont relativement justes. Donc en faisant un petit peu, en prenant des détails qu'il avait dû à peu près mettre en place, bon, j'ai à peu près essayé de déterminer où était la marmite. De plus, là, il était encore dessiné sur cette carte-là. Donc après quelques recherches de photos aériennes, j'ai regardé, hop, on l'a situé vers Pompayette. Et donc, en regardant les photos aériennes, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à un rond, à une marmite des géants. Et hop, donc on a décidé d'aller sur le terrain, on a situé la marmite à cet endroit-là. Donc maintenant, je peux complètement dévoyer la chose, puisque de manière, c'est dans Rando Piton. Hein. Depuis quelques jours, la marmite est dans Rando Piton. Donc vous pouvez trouver tout. Et quand on est allé sur le terrain, qu'est-ce qu'on a trouvé? Cette espèce de grand rond, avec effectivement des grottes, des lianes qui pendent devant. Et là, on voit que la légende, c'est peut-être pas une légende.
Et comme c'est là où je vous dis, il y a des détails qu'il faut chercher aussi dans des textes romancés, parce que ça apporte toujours des indices. Voilà. Donc merci pour la question, parce que j'allais oublier de le dire, tout ça. Mais ça doit être jubilatoire quand tu trouves des choses comme ça. C'est tout à fait jubilatoire, oui. Donc nous y sommes allés avec les 2 camarades qui sont là aussi. On a été la mesurer, on est allé voir un peu mieux. Et alors ce qui est assez intéressant, que quand vous cherchez les marmites dans Wikipédia, ils vous disent les plus grandes marmites se trouvent au Canada et font 27 mètres de diamètre. Celle-ci a fait 37 mètres de diamètre. Voilà. Donc comme je vous disais, voilà, les grottes où on voit un peu les lianes. Et là, on a notre camarade qui est ici présent, Rémi Paul. Voilà. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est assez intéressant. Donc j'ai mis les ressources. On trouve tous les textes sur Internet. Ça c'est au moins les bienfaits d'Internet. C'est vrai qu'on a une partage de la connaissance et accès à... Et ça, il faut vraiment louer un petit peu la diffusion de la donnée qui est maintenant... tout ce qui est données publiques doit être diffusable. Même c'est un devoir de pouvoir avoir la donnée publique, donc les sites, les grands sites publics, l'ABN, etc., diffusent un peu un ensemble de textes, un ensemble de cartes gratuitement, et ça c'est vraiment très très bien, parce que c'est quand même beaucoup plus facile de faire de la recherche aujourd'hui qu'il y a quelques années où on devait courir dans tous les coins du monde, et surtout on a accès aussi à des bases de données qui nous permettent de faire des recherches quand même beaucoup plus facilement. Voilà. Dernière question, Jean-Cyril. Le Mazerin, vu son emplacement, vous savez, on est à côté de Bélouve et de Bébourg, Oui. on n'a pas vu le toponyme sur les cartes. Est-ce qu'on a une explication, est-ce que ça trouve une explication avec Charlotte là-dessus? Oui, je crois, mais je ne m'en rappelle plus. Mais je pourrais te la dire si tu veux. Mais je t'ai envoyé la base de données, tu dois la voir. Et je ne m'en rappelle plus. Ouais. C'est pas sur la carte de... Je ne l'ai pas mis, donc peut-être qu'on a décidé que c'était peut-être problématique, je pense. Pardon? La faire tourner, oui, vous pouvez la trouver, hein, sans problème, elle est sur Internet. Mais c'est la première version que j'ai faite. Si vous tapez mon nom, base de données toponymie, toponyme des archipels de l'océan Indien, et comme avait dit à l'introduction le site Zenodo, c'est le site où il y a ma thèse en meilleure qualité et la base de données est en libre de droit. Bon, sachant que c'est la première version que j'ai mise, et depuis je l'ai très largement améliorée, j'ai utilisé des nouveaux outils de géomatique, etc. Donc, bon, elle est peut-être... un de ces jours, je vais mettre la V2, qui sera améliorée, et surtout sur la V2, j'ai mis beaucoup plus de microtoponymie. Oui, bonsoir. Matarom, est-ce que vous avez repris enfin, vous validez ce que Herman a proposé comme origine? Non, on l'a dit, c'est Matiaran. Matarom. Oui, c'est le toponyme que j'ai donné en Matiaran. Donc du malgache, Mati Arana, au rocher, la falaise des morts. Espace sacré qui accueille les âmes des combattants et des combattantes marrons de la liberté, etc. Donc ça, c'est une valeur du sacré. Et parfois, on lit que la rivière des remparts, ça vient de Diampar, ce que vous... Non, alors, justement, hop, là, c'est intéressant. Bon, toutes vos questions sont intéressantes. Mais là, on revient à, hop là, au tout début de mon explication. Vous vous en rappelez? Je vous ai dit, les premiers toponymes qui ont été donnés à La Réunion, ça a été les amers, c'est-à-dire les points qu'on voyait de la mer, qui servaient de repère pour les marins pour se repérer, et les noms de rivières pérennes. Et sur la première carte apparaît la rivière des remparts, il n'y avait pas encore de marron. Donc ça ne tient pas la route. Une petite dernière, Manapani, vous oui, c'est des chauves-souris toujours okay. Mais potentiellement, c'est peut-être lié aussi à il y a un Manapani aussi à Madagascar. Donc on ne sait pas si c'est lié aux chauves-souris ou si c'était des malgaches qui venaient de Manapani. Il y a le doute. Mais c'est bien, hein, on n'est jamais sûr. Hein. Comme je vous disais, c'est pas une science sûre. Il y a toujours, voilà, il y a souvent plusieurs interprétations. On affine au cours du temps, on s'améliore, on se trompe, on réaffirme, voilà. Donc je ne vous dis pas que je détiens la vérité absolue. Ce sont des hypothèses. Après, il y en a quelques-unes qui ont plus de chances d'être vraies que d'autres. Moi, je voulais savoir à quoi correspond le contour qu'il y a sur la carte, qu'on voit. Ah, l'aire de grand marronnage. Ah. Voilà. Oui, c'est symboliquement une aire. C'est pas le cœur du parc. Ce qui est dommage. Le parc a malheureusement un peu oublié toute sa valeur, la valeur culturelle qui avait été donnée dans la réforme des parcs de
de 2006, où normalement les parcs de nouvelle génération devaient avoir plus de valeur culturelle. Malheureusement, on l'a un peu oublié dans le parc national de La Réunion. Alors bientôt, vous trouverez aussi à La Réunion le Piton Notaire, par exemple. Voilà. Non. Non, c'est Bassin Notaire. Ah, c'est Bassin, ah. Oui, parce que ce bassin, il a une eau très claire. Alors, encore une question, on achève. Je voulais finir my private joke. Le Bassin Notaire. Oui, parce que l'eau, elle est claire, l'eau claire de notaire. Une petite question, est-ce qu'on peut imaginer une réhabilitation de certains toponymes, comme le Piton des Feux actuellement sur la carte, anciennement Piton des Feux à Mozac ou à Montzac? On l'a remis, ça a été réhabilité. Justement, on l'a demandé à l'IGN. Le Kerval qui est redevenu Kelval, le Hanchin qui a perdu son G, etc., etc. Il y a eu on a redemandé des modifications. Normalement, le Piton de Feu à Montzac est redevenu Piton de Feu à Montzac, oui. Sur la dernière version de l'IGN, le dernier 25 000. Donc un grand merci à Jean-Cyril, parce que nous repartons plus cultivés que nous ne sommes entrés dans cette salle. C'est bien ça le but des amis de l'université, hein, pimenter votre savoir. Donc cette fois, voilà, nous sommes un peu ragaillardis, l'esprit est vif désormais, et nous vous remercions d'avoir été nombreux, puisque nous avons dépassé la centaine encore aujourd'hui. Sur le programme que vous avez reçu des mains d'Elisabeth tout à l'heure, voilà, notre gracieuse hôtesse, eh bien, il manque une information. Alors bien sûr, nous espérons vous retrouver mardi prochain 5 mars, sur les sociétés de femmes avec Monique Rissot, et comme nous sommes autour du 8 mars précisément, le jeudi 7 mars ne figure pas sur cette fiche-là, car, disons, la décision a été prise récemment, le pôle patrimoine de Saint-Pierre redonnera le document visuel et sonore qui a été présenté lors du 30e anniversaire des Amis de l'Université à la médiathèque, et ce sera donné malheureusement pas dans un grand décor comme c'était si beau à la médiathèque, mais à la salle Kervegen. Ça se trouve à 18 h. Ça se trouve donc près de la gendarmerie et tout en bas, si vous voulez, de la grande mairie. Donc voilà, je vous y invite parce que il avait été question, et il sera encore question, de célébrer toutes ces femmes invisibles qui ont été de vraies figures de l'histoire et qui méritent d'être célébrées en quelque sorte. Voilà. Donc il y aura vraisemblablement beaucoup de monde, l'entrée est libre, et précipitez-vous-y. Le document a été réalisé par Lionel Lorette avec, comment dire cela, une sorte de rêve lié aux images anciennes qui ont été proposées, et le scénario a été écrit par plusieurs d'entre nous, des amis de l'université, avec l'appui de 16 historiens et historiennes qui nous ont donné justement des indications sur les femmes en question. Quelques-unes sont très connues, d'autres beaucoup moins, donc je vous laisserai découvrir. Jeudi 7 mars, 18 h, à la salle Kervegen. Et bien sûr, vous continuerez à nous suivre, mais je ne vais pas faire le détail de toutes les conférences que vous avez maintenant entre les mains. Je ne saurais trop vous inviter à soutenir aussi les amis de l'université par votre petit obol, car pour pimenter votre savoir, il faut aussi que nous ayons quelques soutiens financiers. Donc adhérez en allant sur le site, et Elisabeth vous a donné aussi une petite fiche que vous pouvez remplir si vous n'allez pas directement sur le site, en laissant un chèque par exemple de 22 €, qui ne vous vaudra en réalité que 6,54 € après le reçu fiscal. Voilà, j'achève là-dessus et je vous remercie encore. À très bientôt pour nourrir cette salle et votre connaissance.